À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ravie. Alors là, je vois qu'il y en a pas mal qui sont en Bonjour. train de se connecter. Super, bon bah génial. Allô? Ouais, bonjour Laurent. Bonjour. Je suis Bonjour. peut-être à peine en retard, j'ai un peu de mal avec la technique. Mais bon. Bonjour. Aucun problème, nous n'avons pas Non, commencé. c'est mon ordinateur qui se connecte pas non Bonjour. plus. Ça fait un moment que je suis installée, mais j'avais pas Bonjour. l'ouverture de la réunion. Ah, Hmm. bon, Bonjour. Mais je suis Voilà. là, voilà. bon bah tout fonctionne, c'est génial. Hop. Du coup, durant le webinaire, si vous avez un petit peu de son autour de vous, n'hésitez pas à vous mettre en mute. Comme ça, au moins, ça ne perturbe pas trop la table ronde. Génial. Bon, bah, c'est top. Ça fonctionne pour tout le monde. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Alors, juste, voilà, si y a un petit peu de bruit autour de vous, je vous invite à vous mettre en mute. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole, il y a sur Zoom, vous pouvez lever la main, comme à l'école. Du coup, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton, comme ça, au moins, je vous laisse la parole. Donc, je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver donc, pour cette nouvelle table ronde du mois de novembre avec deux praticiennes du réseau, du coup, Tamara et Sylviane. On va aborder donc le thème des crises d'angoisse et comment gérer ça en tant que thérapeute. Donc, peut-être avant de commencer, je vais laisser Tamara et Sylviane se présenter. Allez-y, Tamara, vas-y, je te laisse la Du parole. coup, je commence, Sylviane. Ou tu voulais commencer, Sylviane? Vas-y, Tamara. Ok. Voilà. Bonjour, enchantée. Moi, je suis Tamara, donc, et puis j'habite en Alsace. Je suis praticienne en hypnose, en EFT, en cohérence cardiaque et en rythmo. C'est un peu le dérivé de l'EMDR. Voilà. Je pratique dans mon cabinet depuis 2019. Top. Et Sylviane? Ok, moi je suis Sylviane Van Leven, je suis dans l'Oise. Je suis psychopraticienne depuis déjà plus de 20 ans. Je travaille en thérapie comportementale, thérapie émotionnelle, EMDR, EFT, enfin une grande palette d'outils, voilà. Et du coup, mon cabinet, il est chez moi et j'interviens tous les lundis dans un cabinet de kiné en partenariat pour tous les douleurs qui sont somatiques. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma présentation. Génial. Merci d'être avec moi aujourd'hui et merci à tous d'être là. Donc, l'idée pour ceux qui participent pour la première fois à la table ronde de Médoucine, c'est de discuter et d'échanger sur des problématiques que vous pouvez rencontrer en cabinet. Donc, chaque mois, il y a un nouveau thème. Donc, là, j'enverrai suite à cette table ronde le thème du mois prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça au moins votre place est réservée. Voilà, donc du coup, on va commencer donc, sur la thématique du mois de novembre, qui est donc les crises d'angoisse. Donc là, je vais laisser, c'est vrai que, pardon, Sylviane prend la parole d'abord, ensuite Tamara. Donc du coup, je vais vous laisser présenter cette thématique et pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet aujourd'hui. Ok, alors du coup, moi, je vais aborder selon ma pratique à moi et comment je détermine comment accompagner un client. Non, quelle indignité. Ah, Pardon. pardon, oui, je mettrai en muet ceux qui parlent. Hop, Sylviane, je te laisse y aller. Donc, pour moi, lorsqu'un client parle d'angoisse, bien souvent, il utilise ce terme pour définir globalement son mal-être de façon aiguë et ce qui peut créer des paniques. Personnellement, je ne vais pas aller chercher le dictionnaire du mot angoisse. Je vais juste le laisser aborder comment lui ressent ce qu'il appelle une angoisse.
Et puis, parce que je dirais qu'en tant que spécialiste, avoir les notions de différenciation de la peur, du stress, de l'angoisse, etc., n'est pas forcément très utile à débattre avec le client, puisqu'il n'est pas venu pour un cours, mais il est venu pour lui et pour ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc, ma posture, ce sera plutôt de l'accompagner à apaiser le sentiment qui le met en inconfort, et puis de définir avec lui comment ça se produit en lui. Est-ce qu'on est dans la tachycardie, palpitation, sensation d'oppression, sensation d'étouffement ou spasme, etc. Et puis différencier les symptômes pour identifier s'ils sont plutôt psychologiques ou physiques. Voilà ma première approche quand j'accompagne quelqu'un qui me dit souffrir d'angoisse. Donc, c'est plutôt aller chercher en lui comment ça se produit et comment il définit cela pour qu'il puisse regarder son angoisse et pas être son angoisse. Voilà. Merci Sylviane. Voilà, donc je pensais que donc moi, je sais à peu près, enfin, avec Sylviane, on a à peu près la même façon de faire. Il est vrai que le souci, quand les personnes viennent en cabinet ou quand elles viennent nous voir, elles ont tendance à mettre le mot angoisse sur un peu tout. Et parfois, c'est aussi d'autres personnes qui leur ont diagnostiqué que c'était de l'angoisse. Avec une étiquette angoisse. Donc déjà, l'étiquette, de mon point de vue, il faut l'enlever pour expliquer justement, comme disait Sylviane, qu'on n'est pas l'angoisse, on la vit. Et déjà, voir avec la personne, pareil, voir comment elle le vit, elle, parce qu'on a tous nos propres ressentis et on est tous différents. Je fais souvent l'analogie avec la douleur. Hein. Quand on va aux urgences et qu'on souffre d'une douleur, on ne demande pas à la personne vous avez mal. On leur demande où ils ont mal, effectivement, mais on ne va pas leur demander l'intensité de la douleur. Ce n'est pas le médecin qui va la diagnostiquer, c'est le patient. C'est le patient qui va, avec la réglette, déterminer son ressenti. Et c'est en fonction du ressenti. Donc, je pratique de la même façon avec l'angoisse ou autre, c'est en fonction du ressenti de la personne. On n'est pas là pour juger la personne, ni pour dire à sa place ce qu'elle ressent, mais bien effectivement être à son écoute. Et si elle estime que c'est de l'angoisse ou pas, après, en fonction de la personne, je vais éventuellement faire la différence entre la peur, l'angoisse et l'anxiété pour lui expliquer aussi comment ça se met en route également, parce que c'est tout un processus également, voir s'il y a un déclencheur ou pas, si c'est à une période précise de la journée ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ont fait une sorte d'ancrage sur une période de la journée, et voir quelle est l'émotion qui est derrière finalement, qui se cache derrière l'angoisse. Voilà, ce sont toutes des choses pareilles, comme le disait Sylviane, avec les ressentis et savoir s'il y a de la tachycardie, palpitation, bouffée de chaleur, si ça se passe aussi la nuit ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Ok, super. Donc, vous parliez des manifestations physiques. En général, c'est souvent les mêmes pour chaque personne, c'est ça? Disons que, enfin, Sylviane, je te laisse parler, pardon. Ça dépend. Globalement, on tourne autour des mêmes manifestations, mais après, ça peut être différent dans le ressenti d'une personne ou d'une autre. Ce qui est souvent différent, c'est le dictionnaire de la personne pour expliquer ce qu'elle ressent. Et du coup, c'est à nous de prendre les mots et de savoir s'ils correspondent à quelque chose, je dirais, qui est identifiable par nous et surtout qui va pouvoir être dans un accompagnement que nous pouvons faire avec. Savoir aussi que si on ne peut pas, parce qu'on ne reconnaît pas la manifestation chez l'autre, il faut très rapidement pas faire d'expérience avec les gens. Hein, parce qu'au bout de 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses et mal identifié, on est dans le mauvais outil pour la personne. Et ce qui importe, c'est la personne et pas nous de faire un concours avec ça y est, j'ai réussi, ou ça y est, j'ai mis cet outil-là ou cet outil-là en place. Voilà.
l'identification du mal-être de la personne doit vraiment être une préciosité pour nous. Donc voilà, Tamara, si tu veux rajouter quelque chose. Merci Sylviane. Oui, en fait, ce que j'essaie moi de mettre en place quand les personnes me disent oui, mais je ressens ça, ça et ça, j'essaie effectivement d'identifier, comme tu disais Sylviane, de savoir si c'est quelque chose qui déclenche. Donc s'il y a un élément déclencheur, on part du principe que c'est plus une peur, parce qu'il y a un élément qui justifie le fait d'avoir cette sensation, que ce soit des palpitations ou que ce soit vraiment une grande... On se fige en fonction de comment on réagit, parce que le corps réagit soit à la fuite, soit au combat. D'une façon ou d'une autre, face à une peur, il réagit comme ça, soit en fuite, soit en combat. Ensuite, en ce qui concerne l'anxiété, pardon, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. C'est plutôt une sensation de malaise qui est déplaisante et qui est moins forte que la peur. En fait, c'est une appréhension qu'on ressent. Il n'y a pas d'objet en fait, qui implique le fait d'avoir cette anxiété. L'angoisse, par contre, la crise d'angoisse et l'attaque de panique, c'est vraiment un malaise lié à une peur très, très intense et qui est extrêmement violente. Ça arrive d'un coup, en fait. Et l'inquiétude, elle est extrêmement basée sur l'appréhension du danger de la mort imminente, plus ou moins. La personne se sent vraiment prise en danger et ne sait plus comment réagir. Et on ne comprend pas la source, on n'a pas d'éléments qui expliqueraient le fait que la personne fasse une crise d'angoisse ou une attaque de panique. Et après, c'est en fonction aussi de la durée de la crise où on peut plus ou moins voir si ça apparaît en moins de 10 minutes, hein, une crise d'angoisse. Ça décroît progressivement. Par contre, ça peut durer de 2 à 3 heures. Hein. Donc, c'est cette personne qui est dans ce moment d'impression de mort imminente pendant 2-3 heures, pour elle, c'est énorme, quoi. Donc, le but, c'est aussi d'être à l'écoute de cette souffrance qui, finalement, ils ne savent plus trop comment réagir et de leur expliquer que, quelque part, c'est aussi le fonctionnement cérébral qui fait qu'on a cette sensation-là. Moi, je donne quelques explications très basiques. Je ne rentre pas forcément dans les détails, hein, je ne suis pas là pour donner un cours de médecine ni autre, mais en fait, j'explique simplement qu'il s'agit de l'amygdale qui conserve toute l'émotion, qui s'est figée, en fait, qui a gardé l'émotion et qui ne transmet plus l'information au cortex qui, lui, est censé analyser, poser, maîtriser, gérer les choses. Voilà, donc je leur explique ça. Déjà, ça leur explique qu'ils savent que bon, c'est des choses qui arrivent, que c'est des choses qui sont normales, que ça peut arriver. Déjà, ça permet de décompresser un peu et de faire un peu retomber. Ils se disent, je suis normal, quoi, quelque part. Hein. C'est important aussi de leur expliquer que ce n'est pas quelque chose d'inhumain, ce qu'ils vivent. Ok, super. Et justement, donc, on avait identifié différentes origines possibles. Si vous voulez les présenter, Sylviane. Les origines d'une crise d'angoisse, elles peuvent être multiples, mais pour nous, l'intérêt de savoir l'origine, c'est surtout d'identifier les croyances qui sont sur cette origine. Parce que la croyance est vraiment liée au déclencheur de la crise. Si je crois qu'effectivement je vais mourir, je n'ai pas la même crise que si je crois que je vais juste être rejetée ou être seule. Tout dépendra de vraiment à quelle croyance est liée et ça va donner l'état de la crise. Donc, pour ça, bien entendu, on va plutôt se servir de ces croyances et de voir comment ça s'active, à quel niveau. Et puis, ça va nous permettre de pouvoir réguler le système nerveux autonome qui, lui, gère, qui est le pont entre le psyché et le corps. Dès qu'on atteint ces réponses pour nous, ça devient plus facile pour pouvoir accompagner et d'utiliser l'outil qui est adapté à ce moment-là. Donc, les origines vont nous servir à détecter, je le redis, mais pas tant à savoir est-ce qu'elles sont celles-là, c'est juste la croyance, parce que l'origine, la croyance peut être sur plein de sujets,
et la personne peut du coup être un peu questionnante sur comment elle fonctionne, comment elle réagit face à un événement ou un autre, ou se dire mais d'habitude je fonctionne comme ça et ça marche très bien, et là je ne comprends pas que d'un seul coup, à situation pratiquement similaire, je ne fonctionne pas. Ben, c'est juste la croyance qui est derrière et qu'est-ce qu'elle en fait. Et cette croyance va déterminer tout son message entre son cerveau et son corps. Voilà pour moi les origines. On ne peut pas identifier en disant il y a telle ou telle origine. C'est vraiment en fonction de la personne et de ce qu'elle y met derrière. Voilà. Alors moi, pour ma part, je dirais que ce que j'ai rencontré, en tout cas dans ce que j'ai accompagné, des personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent une intensité de stress liée au travail, limite presque au burn-out. Donc, surcharge au travail, surcharge à la maison. Il y a des personnes qui viennent et qui, pareil, viennent avec des croyances, comme disait Sylviane, qui pourraient être je fais des crises d'angoisse parce que ma mère faisait des crises d'angoisse. Donc, le côté héréditaire, effectivement, il peut y avoir une petite part d'héréditaire, mais ça ne veut pas dire que la personne, comme dit, est étiquetée à vie dans ces crises d'angoisse. Donc, détacher cette croyance, leur faire comprendre que, OK, tu es l'enfant d'eux, mais tu n'es pas cette personne, tu es l'enfant d'eux. Donc, on détache déjà cette partie-là pour expliquer à la personne qu'elle peut très bien évoluer d'une autre façon. C'est ces croyances qui sont un peu limitantes et qui empêchent la personne d'évoluer et de faire autrement. J'utilise souvent cette analogie en expliquant aux personnes que quand on grandit, quand on apprend à vivre la vie, eh ben, on commence de tout petit. Et quand on commence de tout petit, la première chose que font les enfants quand ils tombent, c'est qu'ils se tournent pour regarder les parents, comment ils réagissent. Et en fonction de comment le parent réagira, à ce moment-là, le gamin, il va garder à vie, on va dire, une façon de voir les choses. C'est-à-dire que si la maman se met à hurler, le gamin, quand il tombe, il va se mettre à hurler systématiquement et à pleurer. Parce qu'il aura vu la peur dans les yeux de sa mère. Donc, elle lui aura transmis cette peur. Et alors que si elle lui dit « Oh, bah alors, j'espère que tu t'es pas fait mal », elle lui fait un câlin et elle lui dit « Bon, si tu t'es fait bobo, bien, je te fais un câlin. » Voilà, ça passe, c'est vécu différemment par l'enfant et il grandit différemment. Donc, en fait, quand on voit enfant, une maman faire des crises d'angoisse, on s'approprie un petit peu par mimétisme cette façon de réagir face à une situation sans comprendre vraiment pourquoi, et on intègre ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'est vraiment. Donc ça, j'essaye de l'expliquer aux personnes pour déjà leur expliquer qu'il y a toujours moyen d'évoluer et de changer. Après, il y a aussi la surcharge mentale, qui peut aussi provoquer, parce qu'il y a des personnes qui viennent qui n'ont jamais eu de crise d'angoisse, c'est la première, et voilà. Ils ne savent pas comment gérer, ouais. Ouais. Et justement, c'est quoi les conséquences alors que vous voyez dans après dans leur quotidien? Et si vous voyez aussi un type de personnes en général, c'est plutôt des hommes, des femmes, quel âge, quelle situation Non, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de règle en ce sens, hein, ça peut toucher tout le monde. C'est simplement oui, ce que la personne elle peut y mettre. Alors, ça peut être une surcharge, effectivement, quand c'est pour la première fois. Les gens sont complètement désarçonnés de cette réaction de leur corps, mais du coup, il n'y a pas de patient type, il n'y a pas de client type pour dire voilà, ils ont un profil d'angoisse. Et puis, je rejoins Tamara très fortement sur le fait que effectivement, c'est pas dans les gènes, et d'expliquer ça aux gens. C'est pas parce que maman a les yeux bleus que je vais avoir les yeux bleus. Donc, c'est vraiment une réaction interne, c'est vraiment une réaction propre à soi, et que du coup, on peut, cette part de soi qui, elle, est angoissée, on va l'accompagner, et nous, en tant que thérapeute, et la personne, elle va s'accompagner elle-même. Nous, on va être là pour lui donner des outils qui vont lui permettre d'accompagner cette part d'elle qui ressent l'angoisse, qui vit cette chose, qui vit l'événement comme une angoisse, ou la succession d'événements comme une angoisse. Voilà. Mais il n'y a pas de client type pour ça. Oui, effectivement, moi j'ai aussi eu un peu de tout. Ça pouvait être
un homme d'une trentaine d'années, comme ça pouvait être une femme d'une soixantaine d'années. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément, il n'y a pas de prototype. Comme dit, on peut faire une première crise d'angoisse à n'importe quel âge, quoi. Donc, c'est pas typé, quoi. Il n'y a pas vraiment de... on ne peut pas dire que c'est plus une femme ou plus un homme d'un certain âge ou pas. C'est vraiment, c'est en fonction, je dirais, à la limite, peut-être, je ferais juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que je pense que le Covid a beaucoup aidé aussi et que maintenant, on se rend compte, enfin, beaucoup de personnes sont très angoissées, très inquiets. Il y en a qui ont déclaré des phobies, de l'agoraphobie carrément. Enfin, il y a des personnes qui ont très mal vécu le Covid et c'est vrai que par contre, le Covid a fait un peu exploser ces crises d'angoisse et ce manque de lien, ce manque de nouveau, cette idée d'être fermé dans quelque chose, d'être cloisonné, quoi. Ça a pas mal développé les crises d'angoisse, effectivement. Ok. Et justement, du coup, dans votre activité, qu'est-ce que vous mettez en place comme protocole pour accompagner vos clients sur ces problématiques, du coup? Alors, moi, je vais donner le protocole d'une séance à peu près, globalement. Je commence par l'écoute de la raison de la venue. J'insiste sur ma compréhension des croyances et du cheminement de la personne. J'ai vraiment besoin d'aller voir pourquoi elle croit ça. Est-ce qu'elle croit ça depuis tout le temps? Est-ce que c'est elle qui le croit, cette part d'elle? Est-ce que c'est effectivement ses parents ou c'est une croyance familiale, etc. Je fais une vérification de l'état intérieur, savoir quand elle parle de cela, comment elle est là à l'instant même à l'intérieur d'elle, et puis de façon à voir son niveau de dérégulation intérieure. Ensuite, j'active, j'évalue en fait cette charge émotionnelle. Et puis, en fonction de ça, je vais pouvoir lui proposer, après X questions, bien entendu, une désensibilisation du lien émotionnel. Alors, les outils vont être le MDR, le FT, l'IFS, et ça sera surtout en fonction de ce qui me semble mieux adapté pour le client à ce moment-là. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Moi, par exemple, je travaille pas en hypnose, donc du coup, j'ai pas cet outil-là, mais j'en ai d'autres. Je suis pas non plus sophrologue, donc j'ai pas cet outil-là. Ce sont des outils qui fonctionnent très très bien, mais bon, moi, j'en ai d'autres à la place. Voilà. Ça va être mon protocole à moi. Et puis, avec, entre-temps, bien sûr, vérification de l'état émotionnel intérieur de la personne pour savoir si on évolue ou si on n'évolue pas dans son mieux-être et dans son état ressenti immédiat. Voilà pour mon protocole à moi. Merci Sylviane. Donc, moi, pour ma part, au niveau du protocole, pareil, un petit peu pareil, on va dire. On n'a pas la même pratique, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se rejoignent malgré tout. Déjà, l'accueil de la personne, être à l'écoute, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, en fonction de comment elle me raconte ses crises d'angoisse, comment elle se déclare, je vois aussi l'émotion. Parce que moi, en fait, ce que je cherche, c'est pareil, je cherche toujours à jouer sur l'émotion. En hypnose, on travaille beaucoup l'émotion. Donc, une fois que j'ai l'émotion, si je leur demande souvent en premier contact déjà, j'utilise un protocole qu'on appelle la réification, qui permet en fait qu'elles me disent au niveau du corps comment ça se passe, l'émotion, comment elle se déclare, à quoi ça ressemble, s'il y a une couleur, s'il y a une forme, ce genre de choses, pour qu'elle arrive à en faire carrément une forme, un objet. Et une fois qu'elle l'a faite, je lui demande où elle est et qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça sert? Voilà, comment elle le ressent? Et une fois qu'elle l'a ressenti et qu'elle est présente, je vérifie toujours physiquement qu'effectivement elle est dans le ressenti, qu'elle est bien associée à ce problème-là. Et je lui demande simplement, est-ce que vous souhaitez que je vous l'enlève un petit peu? Et là, en fonction de la personne, parce que c'est très intéressant aussi de savoir qu'il peut y avoir un bénéfice secondaire à faire malgré tout des crises d'angoisse. Donc, quand elles les ont eues depuis très longtemps, ces crises d'angoisse, quelque part, c'est un petit peu une partie d'elle-même. Elle la considère comme une partie d'elle-même. Donc, il y a des personnes qui disent mais après, si vous me l'enlevez, il n'y aura plus rien.
Donc là, déjà, ça donne un aperçu de comment est le lien avec la crise d'angoisse. Au-delà de ça, si la personne me dit bah, « ouais, je veux bien essayer », alors du coup, je joue le jeu, quoi. Je vais prendre la chose en fonction de ce qu'elle m'a dit, si c'est lourd ou pas, je vais jouer le jeu, je vais vraiment mimer le truc. Oh, bah oui, c'est lourd, votre truc. Alors, je vous l'éloigne un petit peu, comment c'est maintenant. Et là, je regarde et la personne me dit « ouais, un petit peu mieux ». Et je recule et je recule. Je dis « vous voulez que j'aille jusqu'où avec ?» Et en fonction d'où elle veut que j'aille, je vais. Et une fois qu'on y est, je fais « et maintenant, vous voulez en faire quoi ?» Et donc, c'est la personne qui va travailler dessus, qui va aller savoir ce qu'elle veut en faire. Si elle veut la jeter à la poubelle, la laisser dans un coin, peu importe. Et en fait, je fais tout le reste du protocole avec ce qu'elle me raconte, en fait. Donc ça, c'est une partie déjà pour soulager, qu'on utilise beaucoup en hypnose pour soulager une grosse partie de l'angoisse. Et c'est un exercice, en fait, qui permet justement de voir que c'est un ressenti, que ce n'est pas la personne. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti et que ça ne l'identifie pas. Elle n'est pas identifiée à cette angoisse. Ce n'est pas elle, c'est l'angoisse. Deux choses différentes. Donc, ça permet déjà de mettre un pied sur la chose, enfin de mettre des mots sur les choses plutôt. Ensuite, ce que j'utilise beaucoup, c'est la cohérence cardiaque. Parce que j'estime que c'est un outil que les personnes peuvent utiliser aussi toutes seules très facilement et que ça fait beaucoup d'effets. Par contre, comme j'explique au début, moi, je travaille en collaboration, c'est-à-dire que je leur donne mon savoir-faire, enfin, je leur donne mon savoir et eux leur faire. Du coup, ça fait savoir-faire ensemble. Ce qui fait qu'en fait, comme ils font les exercices à la maison, ils s'approprient la technique. Et je leur explique en fait qu'il existe effectivement des applications, mais que ce serait bien qu'ils apprennent d'eux-mêmes à le faire eux-mêmes avec une technique que je leur apprends pour qu'ils puissent être indépendants totalement si un jour le téléphone ne fonctionne pas, si l'application ne fonctionne pas ou n'importe, qu'ils sachent être indépendants, vraiment autonomes, complètement autonomes par rapport à ça et qu'ils notent ce qu'ils ressentent quand ils font les exercices pour qu'ils puissent se rendre compte. Avant de le faire, ils notent une sensation. Après l'avoir fait, ils notent la sensation. Comme ça, ils se rendent compte aussi visuellement, parce qu'il ne suffit pas de le ressentir. Souvent, les personnes ne sont plus du tout dans le ressenti. Ils sont plutôt dans la constatation du négatif, mais plus dans le positif. Donc, les amener aussi vers le côté positif, leur montrer que ça fait de l'effet, que ça marche. Donc, et en plus, c'est interne, il n'y a pas de médicaments. C'est un peu la formule magique, on va dire. C'est quelque chose qu'on a tous en soi. Le souffle, la respiration, on l'a tous, sinon on ne serait pas là. Et donc, du coup, ça permet justement de se dire, on a un outil, on a une ressource déjà, et ça apporte un plus. Sinon, j'utilise comme Sylviane l'EFT, et quand l'émotion est terrible, ou le rythmo, quand il y a un trauma qui est à travailler, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui pourraient aussi faire que ces angoisses sont nées de quelque part de très ancien et où il faut travailler. Voilà. Sinon, de l'hypnose, c'est des pratiques courantes. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à prendre la parole. Est-ce que vous avez des cas en particulier dont vous aimeriez parler, ou des problématiques, enfin des clients qui sont venus vous voir pour une problématique en particulier, ou ce type de cas? Des cas, on en a beaucoup. Je présuppose Tamara, c'est pareil. Tous là, sur cette table ronde, on en a beaucoup de cas. Donc, on prendra au hasard un monsieur qui venait pour des angoisses. Le paradoxe, c'est qu'il travaille sur les toits, il refait des toits. Et quand il regarde à l'horizon, la planitude de l'horizon lui crée des angoisses terribles. Alors qu'il peut travailler en hauteur, donc du coup, effectivement, il se questionne sur le fait que ces angoisses arrivent comme ça. Et à ce moment-là, il perd ses moyens, il se met à trembler, ça lui pose des soucis, des problèmes, parce que par exemple, quand il conduit et que d'un seul coup, il se retrouve face à un champ où c'est vide, quand il va à la mer, s'il voit l'océan au loin, il se crée des crises d'angoisse, tétanie, tremblements, etc. Et donc, il a fallu travailler sur le fait ça c'était ses déclencheurs à lui, mais
quelles étaient ses croyances et comment ça se passait dans son corps, c'est-à-dire à quel niveau son SNA se trouvait. Est-ce qu'il était ce qu'on appelle en dorsal, c'est-à-dire complètement bloqué, ou est-ce qu'il était dérégulé, régulé, etc. Et du coup, le fait de pouvoir déjà identifier où elle se situait, son angoisse dans son corps, comment elle se manifestait dans son corps, et surtout lui dire que l'angoisse, c'était une part de lui, c'était pas lui, puisque lui, il peut travailler sur les toits, qu'il peut faire énormément de choses, et que c'est pas, il s'appelle pas angoisse, il s'appelle autrement, et que cette part de lui qui est l'angoisse, comment on allait l'aborder, comment on allait travailler avec elle, comment on allait la rassurer, comment on allait faire que ses croyances allaient pouvoir cheminer autrement que tout de suite vers le chemin de l'angoisse. Donc, on a eu quelques séances avec ce monsieur. On a travaillé en désensibilisation avec l'EMDR. Ça fonctionnait admirablement avec ce monsieur. Et puis aussi des exercices de respiration, parce que comme disait Tamara, savoir transmettre la respiration et la bonne respiration permet pour une personne d'avoir un outil à sa disposition. Le but, il n'est pas que la personne vienne nous voir pendant 20 ans, mais plutôt qu'elle devienne autonome dans son corps et dans cette particularité qui existe, cette part de lui ou d'elle qui est une angoisse. Alors, on va pouvoir réguler cette angoisse, et le but, c'est quand même de l'apprivoiser au maximum avec un outil qui va être un outil qu'elle puisse emmener partout. Voilà. Donc, voilà, en EMDR, mais je pense qu'en EFT, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de... C'est des thérapies brèves, donc du coup, on n'a pas besoin de 20 séances pour pouvoir réguler une personne dans une angoisse comme ça. Voilà. Tout dépend après. Hein. Là, je vous parle d'un cas qui a été régulé en 3 séances, et c'était un vrai cadeau pour ce monsieur, mais parce qu'il s'est impliqué. La personne, si elle ne s'implique pas, si elle attend que vous fassiez tout comme une baguette magique, je dis avec beaucoup de bienveillance que ça ne fonctionnera pas. Voilà. Il faut vraiment que la personne, elle s'implique, elle se sente là, elle pour elle, quoi. Bien sûr que moi j'ai plein d'outils, mais je ne peux pas aller avec eux chez eux, et puis c'est pas mon rôle, quoi. De ça, je ne fais pas du transfert à ce moment-là. Donc, du coup, ils sont OK pour se dire que ça va être quelque chose qu'ils vont pouvoir réguler eux-mêmes au fur et à mesure avec les bons outils, parce que cela, ça va leur correspondre. Voilà. Qu'ils deviennent autonomes le plus rapidement possible. Et justement, est-ce que tu as des conseils sur comment tu arrives à les faire s'impliquer à mettre en place tout ce que tu vas leur dire de mettre en place, à les rendre vraiment autonomes? Déjà, quand tu es avec une personne et que tu lui demandes si l'angoisse, par exemple, qu'elle a identifiée comme angoisse, à quel 0, c'est pas du tout d'angoisse dans le corps, et 10, c'est vraiment très présent. Alors, pendant l'exemple qu'elle dise un oui, ok, mais le 8, par exemple, qu'elle dise un 8, le 8, il est présent où? Dans sa tête ou dans son corps? Et est-ce que c'est cette part d'elle, ou est-ce que c'est elle qui est au 8? Et le fait déjà d'aller se questionner sur elle et cette part d'elle, ça change fondamentalement la perception. Et du coup, quand la personne elle a bien compris qu'on va pouvoir travailler avec cette part de soi, elle accepte en même temps qu'on va trouver un outil pour cette part de soi. Et ça devient plus facile parce que la personne, elle ne se sent pas, c'est moi, j'ai un problème, et on m'a dit que j'étais un problème ou que j'avais un problème, parce que ça, du coup, après, c'est plein d'autres croyances derrière. Hein. Je ne suis pas capable d'eux, ou on m'a dit que je n'étais pas capable d'eux, et du coup, ça reste comme ça, comme des croyances, enfin, pas comme, ça reste des croyances très limitantes pour la personne. Et là, en fait, on va lui demander d'accompagner cette part d'elle, une fois qu'on a validé que la fameuse l'évaluation de la charge émotionnelle, elle était présente dans la part et pas dans elle. C'est-à-dire se détacher de cette part, et du coup, ça devient beaucoup plus
confortable pour dire aux gens, mais est-ce que voilà, les outils, ça va être comme ça et comme ça. Et puis la prochaine fois, on laisse le temps entre deux séances et de voir comment le corps va se comporter, comment cette part d'eux va se comporter, les inviter à être des spectateurs de leur part. Mm. Déjà, en fait, ça change fondamentalement la perception qu'ils auront de leur angoisse. Ça me semble, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est comme ça que je fais. Voilà. Tamara? Merci, Yann. Oui, merci Sylviane. En fait, en ce qui me concerne, en parlant d'un exemple que j'ai eu, c'était un monsieur d'une trentaine d'années qui était venu me voir parce qu'il avait trouvé mes coordonnées sur Internet. Et en fait, il m'avait juste envoyé un mail. C'était assez brouillon, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait. Alors je lui ai dit, écoutez, on va poser un rendez-vous, on se rencontre, on voit ce que ça donne. Et puis si ça va pour l'un comme pour l'autre, eh ben, on travaillera ensemble. Et donc, quand il est venu, il m'expliquait qu'il était déjà sous antidépresseur, qu'il était très angoissé, qu'il en était à ne plus vouloir se lever le matin, qu'il avait déjà eu des envies de suicide. Enfin, il était parti déjà, il était déjà bien, pas bien. Et donc, en fait, j'ai voulu quand même vérifier qu'il n'y ait pas de soucis autres que celui-ci. Donc, je lui ai demandé quand même d'avoir l'aval de son médecin de famille qui puisse donner son accord pour qu'on pratique des séances d'hypnose, parce qu'en hypnose, on ne peut pas, ni en EFT d'ailleurs, hein, on ne pratique pas sur des personnes qui sont schizophrènes, bipolaires, voilà, les psychotiques, on ne peut pas faire ils sont déjà dissociés, donc en les dissociant en plus en hypnose, ça peut partir dans tous les sens. Et je ne suis pas faite pour, je ne suis pas équipée pour, donc je ne vais pas prendre le risque de mal accompagner une personne ou de me dire, bon, allez, j'essaye, on verra. Je ne prendrai jamais cette responsabilité-là. Et comme ce n'était pas sa psychologue qui l'envoyait, ni sa psychiatre, j'ai pris contact quand même avec la psychologue qui m'a dit, ouais, non, vous pouvez y aller, mais j'ai quand même attendu un courrier du médecin de famille pour que lui aussi responsabilise un petit peu. Et du coup, il est revenu me voir. Quand je lui ai dit ça, quand je lui ai expliqué que bon, il fallait quand même voir avec son médecin tout ça, s'il n'y avait pas de contre-indication à faire quelques techniques ensemble, il m'a regardé dépité, il était presque au bord des larmes en me disant, mais vous êtes mon seul espoir, je comptais vraiment sur vous, je voulais faire une séance. Je lui ai dit, non, mais je voulais expliquer, on ne fera pas de séance tout de suite comme ça parce que je peux juste vous apporter. Donc, je lui ai fait un exercice de cohérence cardiaque pour lui donner déjà cet outil-là, lui expliquer comment ça se fait, comment il l'a ressenti, etc. Donc là, déjà, ça l'avait un petit peu apaisé, mais il m'a dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien travailler avec vous. Je lui ai dit, bah, écoutez, on verra, mais si on fait pas de l'hypnose, on fera autre chose. Hein. Il y a d'autres techniques que je connais qui n'ont pas forcément besoin d'utiliser l'hypnose, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on s'est revus et par la suite, en fait, il s'avérait qu'il y avait beaucoup de trauma chez ce monsieur. On a fait 4 ou 5 séances ensemble. Et puis, c'est de lui-même, en fait, il allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. On a mis en place de l'hypnose très légère parce qu'il partait très vite, en fait, en hypnose. Donc, j'ai mis de l'hypnose très légère. Je lui ai fait l'apprentissage de l'auto-hypnose pour qu'il puisse lui-même se faire de l'auto-hypnose, en sachant que moi, j'explique toujours aux personnes que, OK, je vais faire mon boulot, mais je ne peux pas tout faire à leur place. Donc, je donne des exercices à faire. Et s'ils ne les font pas, la séance suivante, on ne pourra pas avancer non plus. Donc, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent, venir me voir. Ce n'est pas de la magie, ni l'hypnose, ni autre, ça n'existe pas. Et baguette magique, je n'en ai pas, je ne suis pas une fée, je ne suis pas un médium. Donc, il faut que chaque personne se responsabilise aussi. Comme disait Sylviane, le côté de s'observer, ce que j'aime bien demander aux personnes, c'est d'avoir un carnet et de noter comment ça se passe quand elles font une crise d'angoisse. Où c'est? S'il fait jour, s'il fait nuit, la date, l'heure, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ça commence comment? Par où ça commence? Pour qu'ils soient vraiment dans l'observation et justement qu'ils se détachent, que ce soit presque un travail d'enquêteur qu'ils fassent sur eux-mêmes. Donc, ils ont un carnet où ils notent les crises d'angoisse, comment elles se passent, si elles sont toujours à la même heure, si elles sont plus espacées. Comme ça, elles peuvent voir aussi l'évolution du travail qu'on fait ensemble, voir si effectivement il y a plus de décalage entre les crises
par rapport à ce qu'on a mis en place dès le début. Donc, un carnet avec noté exactement comment ça se passe. Parfois, j'arrive à demander aux personnes OK, vous avez tant et tant de crises d'angoisse, maintenant je vous donne une tâche, vous aurez droit à une seule crise par semaine. Vous vous débrouillez. Quand déjà le travail a été quand même entamé, hein, pas tout de suite dès le début, quoi. Déjà, je leur donne les armes et après, je leur demande d'essayer de, limite même, se provoquer une crise, d'aller jusqu'à se provoquer la crise, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont le contrôle, en fait, que c'est eux qui reprennent le contrôle et qu'ils font la crise quand ils en ont envie, à ce moment-là. Qui décident, qui se déterminent, voilà, je prends mon agenda, je note, telle et telle heure, ce jour-là, j'ai du temps, je vais faire ma crise là. Et qu'ils s'y mettent à le faire, quoi. Vraiment les pousser c'est un peu comment on dit, c'est un peu dur, quoi, mais c'est un peu pour pousser. Et après, comme dit, c'est en fonction de la personne avec qui on est. Hein. On ne fait pas ça avec tout le monde. C'est en fonction de la personne, voir comment elle évolue et comment elle se prend en charge aussi. Donc, je les provoque un peu, parfois, en fonction de la demande. Je provoque pour dire, voilà, aujourd'hui, vous avez fait une crise là, il y a une semaine, OK, ben, la prochaine, ce ne sera pas avant dimanche. Donc, dimanche, vous avez quelque chose à faire? Non, bon, bah, OK. Donc, dimanche, prenez une heure dans la journée, vous avez le droit à faire votre crise là. Et vous notez. Et à la limite, vous vous inspirez de ce que vous avez noté dans le carnet. Pour qu'elle vraiment, elle aille jusqu'à se rendre compte qu'elle a le contrôle, elle peut le retrouver, le contrôle, que comme elle l'a réussi à la provoquer, elle peut réussir à la rendre inutile et complètement la casser, quoi, en fait. Et ça permet aux personnes de se rendre compte que justement, le contrôle, elles peuvent toujours l'avoir. C'est juste une question cérébrale, ça se passe au niveau du cerveau et que c'est juste un recalage à faire. Quand on est en observation, quand on est face à un problème, j'utilise souvent cette technique aussi, je leur dis, quand on est face à un problème, on est comme ça. Et on ne voit plus rien ce qui se passe autour. Et quand on commence à prendre un petit peu, être plus observateur, bah, du coup, c'est comme ça. Et du coup, on peut regarder sur les côtés, voir, ah ouais, mais finalement, il y a un petit chemin par là, je peux éviter le problème, je peux le détourner, le problème, je peux passer par là. Et donc, ça permet de prendre de la distance aussi. Et ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est le fait de leur demander, et quand ça va bien, ça se passe comment? Parce que comme ils sont toujours figés sur le côté négatif, ils ne se rendent plus compte qu'il y a des moments où ça va bien. Ils ne se rendent plus compte de la vie qu'ils vivent quand ils sont finalement sans crise d'angoisse. Donc, c'est important aussi de se rendre compte qu'on vit aussi des moments sans crise d'angoisse. Donc, d'être aussi observateur de ça. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez poser des questions ou partager aussi votre expérience. Je voulais rajouter aussi, dans cet accompagnement, ce qui est important aussi, c'est pour la personne de la remettre en situation, de raconter son histoire ou ce qu'elle vit comme une angoisse, la situation qu'elle vit, et de la vivre au présent, de la raconter au présent. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à ce moment-là, son subconscient va être impliqué totalement et va être dans l'ici et le maintenant et pouvoir ouvrir toutes les portes. Et puis aussi de la connecter à tout ce qui est ses sens. De dire, cet instant-là, lorsque vous y êtes, fermez les yeux, voilà, et qu'est-ce que vous entendez là, à ce moment-là? Quel bruit autour vous entendez? Et répondez de façon simple, allez pas intellectualiser. Et puis, toujours dans le même esprit, avec cette histoire, qu'est-ce que vous sentez comme odeur? Quelle est l'odeur là qui existe là? Et puis, laissez ce temps pour que la personne elle puisse, mais sans en zappant un peu l'intellectualisation du trop, et puis y compris la couleur, y compris le ressenti, y compris le goût dans la bouche, de façon à connecter la personne avec tous ses sens et avec cet état d'être dans l'ici et le maintenant et dans le présent. Si on demande à la personne, et si elle raconte comme d'habitude elle fait, ben, j'étais là et j'ai fait ça, etc., en fait elle est en spectatrice mais elle n'est pas impliquée. Et du coup, il n'y a pas le lien qui peut être démantelé à l'intérieur. Hein. C'est impératif d'être au présent et d'aller en même temps demander, en fermant les yeux,
quand vous êtes là dans cette histoire, dans l'ici et le maintenant, c'est où dans votre corps? C'est à quel endroit dans votre corps? Comment ça se passe là? C'est plutôt en bas des jambes, dans les cuisses, dans le bassin, dans le ventre, dans l'estomac, dans la poitrine, dans les bras, dans les mains, et laisser un temps d'introspection à la personne de façon à ce qu'elle soit vraiment connectée à son histoire et à cette sensation qu'elle a, de façon à ce qu'on puisse identifier la partie du corps qui retient l'information, qui va être dans la limitation. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour aller prendre cette part en disant, voilà, cette part-là qui est dans cet estomac, on voit bien que ce n'est pas ailleurs, on va la prendre et comment on va la gérer? Comment c'est? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est léger, lourd? Et aller dans toutes ces sensations pour que vraiment la personne, elle identifie la sensation de l'angoisse comme quelque chose qui peut être palpable et comme dit Tamara, après on peut prendre cet objet et l'enlever et pouvoir faire un travail de désengagement entre le corps et la sensation. Voilà. Ça, c'est des outils à mettre, qu'on peut facilement mettre en place, et en même temps, la personne, elle arrive à se détacher de son moi et de son mal-être qui est là et qui est serrant, pour aller le poser sur quelque chose qui sera identifiable dans son corps par une boule, par une sensation, etc. Voilà. Ça peut être un des outils accompagnants. Ok. Alors, on a une question de Judith, si tu veux prendre la parole. La question, c'est… Oui, bonjour. En fait, j'ai une personne qui consulte donc, pour dépression et troubles de sommeil. Et cette personne, pendant une séance, je fais l'acupuncture avec la méditation guidée pendant la pause des aiguilles. Et donc, pendant une séance, cette personne m'a confié qu'il avait des idées noires, que parfois il avait envie de se tuer. Et le plus grave, c'est que il n'a pas dit à son psy, et il ne veut pas dire non plus à sa compagne, puisque sa compagne aussi, elle souffre de dépression. Donc, selon ce qu'il dit, c'est que je ne dis pas à ma compagne parce que je ne veux pas la mettre, que sa dépression soit plus profonde, et je n'ai pas assez confiance dans mon psy pour lui dire. Donc, dans la séance, on a travaillé avec les émotions. Je lui ai appris quelques exercices pour arriver à changer son objectif, que c'était de se jeter dans un pilier qui se trouve dans son parcours de travail. Et donc, la séance suivante, il m'a dit, bon, j'arrive à visualiser ça et à passer dans le pilier en me disant, je ne dois pas foncer là-dedans. Mais son mental, il a changé. C'est plus le pilier qu'il voit, en fait, qu'il le visualise en point de que je me jette dessus, mais maintenant, c'est les couteaux. Donc, dès qu'il a un couteau, il a cette obsession de se le planter. Donc, malgré que je lui dis, il faut quand même parler au psychologue et tout ça, il sera plus approprié que moi. Moi, j'ai étudié la psychologie positive, mais je ne suis pas assez fort pour ça. Et donc, je continue à lui faire l'acupuncture, mais je me trouve dans une position délicate. Je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas non plus les coordonnées de son psy, et je ne sais pas si c'est à moi à part de le pousser à se confier à son psy, de faire autre chose. Donc, je l'ai poussé vers dans sa passion, que c'est la course, mais comment il souffre aussi de vertige. Il peut pas trop le faire, et malgré ça, il s'est mis à courir. Donc, il fait actuellement 10 km donc, dans la semaine. Mais moi, j'ai peur que si je ne dis pas à quelqu'un, je ne sais pas qu'il passe à l'action.
Donc, je ne sais pas quoi faire. Sylviane, tu voulais répondre? Voilà, la question c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai pas les coordonnées de sa psy, je ne peux pas parler à sa femme puisque c'est censé avoir aussi on rentre quand même dans le secret professionnel. Donc, il a eu suffisamment la confiance pour se confier, mais pour moi, c'est comme une responsabilité trop lourde. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et, ma question, c'est est-ce que vous savez l'idée, comment je pourrais agir dans ces cas-là? Alors, effectivement, si tu n'as pas les outils pour, la bienveillance veut qu'effectivement tu puisses lui dire. Ceci dit, s'il se confie à toi, c'est qu'il y a un degré de confiance qu'il existe. Et la première question que j'aurais envie de lui poser, c'est qu'est-ce que ça lui fait à lui de te le dire à toi? Parce qu'il ne veut pas le dire à son épouse, à sa compagne, il ne veut pas le dire à son médecin, il ne veut pas le dire à son psy. Mais toi, tu es son accompagnant thérapeutique, une sorte de, pour lui, tu es son accompagnant et sa référence, et qu'il éprouve le besoin de te le dire. C'est qu'est-ce que ça lui fait à lui? Pourquoi il te choisit toi? Qu'est-ce qui est ce degré de confiance entre lui et toi? Et je pense que ce degré de confiance qu'il met sur cette posture que tu as avec lui peut être vraiment accompagnant et libérateur pour lui. Et du coup, en fait, je lui posais la question. Je lui posais la question pourquoi moi et pourquoi pas psy. Il me dit, chaque fois que je viens ici, je me sens dans un environnement de sécurité. Je me sens bien et les séances, ils me font du bien. Le fait qu'on met chaque fois une petite action, ça l'aide aussi, mais en fait, je lui demande chaque fois que je le revois, je lui dis mais quelles sont les actions qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il a fait, dans combien de temps il a eu cette envie. Et bon, j'essaye aussi de qu'il change des chiffres, justement, quand l'idée il apparaît, dès qu'il change pour autre chose. Donc, je lui donne des différentes petites choses et il me dit, oui, j'essaye, mais parfois c'est plus fort que... En fait, l'envie, elle est tellement forte qu'il ne sait pas quoi faire. Et donc, étant donné que maintenant, c'est le couteau qui vient en premier, et que sa femme, il a eu un accident, donc c'est à lui et à sa fille de faire la cuisine, mais dit, donc, en fait, il a changé une pensée pour une autre. Si, il m'accorde la confiance, et justement parce qu'il m'accorde cette confiance, que je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour l'aider, pour qu'il soit plus dans qu'il délaisse ses idées complètement. Il y a un médecin de famille quand même. Je voulais intervenir Pardon. parce que moi, il y a quelque chose qui me semble être juste des bases de sécurité comme des barrières près d'une route, ce qui est juste le cadre parce que par respect de la personne qui consulte comme pour soi, voilà. C'est aussi un petit peu charité bien ordonnée commence par soi-même parce que sinon on ne peut pas s'occuper des autres. Mais au-delà de ça, moi je fais toujours un temps d'anamnèse et sur ce temps d'anamnèse, ma première fiche c'est le nom, le prénom, la date de naissance, s'il y a de la famille, frères, sœurs, quel lien, le médecin traitant, est-ce qu'il y a un traitement pour savoir justement où sont, s'il y a des effets secondaires, etc. Et ce qui fait partie de la personne dans son quotidien dans son tous les jours pour pouvoir l'accompagner au-delà de ça, mais pour une sécurité pour elle comme pour moi. Voilà, je ne suis pas médecin. Et donc, le lien avec le médecin, il est là. C'est-à-dire que le médecin traitant, oui, on peut l'appeler. Moi, je me souviens avoir suivi une dame qui était avec un Parkinson très fort. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit jusqu'où elle se met en danger en venant aux séances, et pas du tout. Elle était juste heureuse et pendant le temps de la séance, il n'y avait plus de Parkinson qui existait. C'était un miracle. Donc,
Après, bah, c'était son besoin à elle, mais j'ai appelé le médecin. J'ai Mhm. appelé le médecin, voilà, J'ai pour son avoir nom la mesure. j'ai le nom du médecin traitant des soins généralistes, mais je n'ai pas le nom de sa Bah, déjà, le psychologue. médecin généraliste Ouais. peut faire après, lui, le lien avec le psy, ou je sais pas, peut-être c'est lui qui lui a donné les coordonnées. Enfin, on fait une Mhm. chaîne, hein, donc on peut pas tout Ouais, porter, d'accord? On n'est oui. qu'un petit maillon. Tu Et en as fait, tout à c'était fait. assez bizarre parce que la première consultation, sa femme, elle était avec lui. Donc, lui, il a une position très, très yin, très renfermée. Et c'est drôle parce que quand il arrive, on le voit dans cette position vraiment hyper fermée qu'on se dit, mais est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que... en fait, on dirait qu'il va se casser. Ouais, que c'est tellement une fragilité, tellement... et, euh, et à fur et à mesure qu'ils passent la séance, quand ils partent, c'est ouais, je me sens bien et tout. Donc, c'est un peu. Et il m'a dit je ne veux pas que ma femme il le sache. Je vous le dis, je ne veux pas que ma femme il le sache. Quand je lui dis, mais pourquoi si, en fait, dans les séances, quand on travaille sur les émotions, par exemple, je lui dis un mot, il me dit un autre, il me répond par rapport à tous ces mots-là. Sa femme, il occupe une place très importante dans sa vie. Il a un lien fort avec elle, mais lui, c'est comme le stand de préservation. Je veux la préserver, je ne veux pas qu'il soit pire que ce qu'elle est actuellement. Donc, je ne sais pas, en même temps, je me suis dit, bon, si si j'essaie de contacter, je ne peux pas contacter sa femme, puisque c'est la première personne à laquelle il m'a dit, il ne faut pas parler. Donc, je dis, bon, peut-être son généraliste, mais est-ce que, quand je lui dis, mais vous voyez combien de temps votre généraliste elle dit, bon, en fait, c'est juste qu'on peut, si je suis malade, mais en réalité, c'est comme tout le monde, il a un généraliste juste en cas d'eux, mais il ne le voit pas. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me trouve aussi sans la solution de dire, bon, voilà, à part de lui dire, bon, non, il faut quand même que vous parliez à votre psy, accordez-lui les confiances. Si vous savez pas mal d'années que vous êtes avec elle, il faut mieux. Mais il continue à persister dans ça dès qu'il n'est pas prêt pour lui dire. Si je peux me permettre, pardon. Comme disait Valérie, on est tous, on a tous des spécialités, etc. Et que il est juste parfois de pouvoir dire à votre patient, Judith, que là, dans ce qu'il vous explique et dans ce qu'il vous raconte, dans sa problématique, vous n'avez pas les outils pour. Ouais. Parce que Je lui ai dit, mais lui, il dit, ouais, tant que en fait, je me sens bien, que je parte avec une motivation différente, une énergie différente. Donc, il se sent bien. Donc, il dit, c'est pour ça que je vous le dis à vous, mais moi, j'aimerais bien qu'il le dise à celle-ci. Donc, je ne sais pas comment le motiver justement dans cette dynamique de parler à si, je sais Alors, pas. si j'ai bien compris, il ne s'entend pas bien avec sa psy, ou j'ai cru comprendre quelque chose avec la psy, que ça allait pas trop bien, peut-être en Voilà, changer. je me demande pourquoi, si ça fait tellement d'années qu'il le consulte, pourquoi pourquoi ils ne sont pas en relation de que vraiment de confiance. À mon avis, il n'y a pas cette confiance pour se confier à elle. Oui, mais à ce moment-là, il change de psy. Enfin, je veux dire, on ne reste pas être accompagné par quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucun travail qui peut être fait.
Moi, dans la dernière séance, je lui dis, mais ça serait bien si votre psy peut me contacter, qu'on discute et qu'on puisse travailler ensemble, parce que de toute façon, elle vous consulte pour la dépression. Moi, je vous fais l'acupuncture pour la dépression. Donc, ça serait bien qu'on puisse mettre des actions en commun. Et il m'a dit, je vais voir, je vais voir. Donc, Ce qui m'interpelle un peu, c'est est-ce que, je ne sais pas si on m'entend bien. oui. Ça m'entend bien. Quelque chose qui m'interpelle un peu au niveau, parce qu'il parle quand même d'idées suicidaires. Est-ce que ça peut pas être un moment pour lui proposer peut-être d'aller, s'il veut pas parler à son psychiatre habituel, d'aller voir, par exemple, des urgences psychiatriques. Il y en a parfois dans des, ça peut être peut-être pas mal de voir un psychiatre qu'il n'a pas l'habitude de voir, si le problème c'est le psychiatre qu'il a l'habitude de voir, surtout s'il y a, surtout pour être sûr qu'il n'y a pas, qu'il risque pas vraiment de passer à l'acte, parce que quand on sait pas, en tant que thérapeute, on sait pas trop faire la part des choses sur le risque réel au moment où on voit la personne. Donc, entre une personne qui peut passer à l'acte là le soir même et quelqu'un qui cherche juste un appel à l'aide, je sais pas, je pense que c'est un peu moi je pense que j'aurais essayé de l'orienter, de lui proposer d'aller voir un autre psychiatre par exemple aux urgences, si son psychiatre habituel ça lui convenait pas, quoi. Oui, même que maintenant, ils ont mis en place même sur Doctolib ou ce genre de trucs où ils peuvent... et il y a des psys qui font des consultations en visio aussi, s'il ne veut pas... C'est des solutions que vous pouvez lui apporter, tout en sachant qu'il ne faut pas que la responsabilité reste sur vous. Il faut aussi le responsabiliser lui, parce que lui, il vous a déposé le bébé, il est bien gentil, mais... Oui, voilà. Et c'est aussi en fait, les améliorations qu'il a eues. Parfois, je me demande, est-ce que, en fait, quand je compare son arrivée à son départ, je me posais déjà la question, est-ce que ce n'est pas aussi la sorte de personne qui est en dépression, mais que c'est un peu manipulateur aussi? Ça, comme dit, c'est son psy éventuellement qui pourrait poser un diagnostic. Nous, on n'est pas là pour poser de diagnostic déjà, donc c'est soit le médecin traitant qui peut prendre le relais, mais à ce moment-là, il faudrait que lui aille consulter. Alors après, est-ce qu'il est en confiance avec son médecin traitant? Ça, c'est une autre histoire éventuellement, mais soit il en parle avec son médecin traitant, soit il consulte, comme dit, en visio, ou comme l'a dit, je ne sais plus comment s'appelle la jeune fille, dans une urgence psy, mais ça, c'est des choses que vous pouvez lui dire. Mais ce n'est pas à vous malheureusement, vous ne pouvez pas aller de vous-même, à moins d'avoir les coordonnées du médecin. Mais comme dit, vous faites derrière son dos, à la limite, si vraiment vous voyez qu'il ne veut vraiment pas en parler à son médecin de famille ou à sa psy, pour quand même que quelqu'un ait une prise en charge, parce que sinon, c'est dans l'assistance à personne en danger aussi. Donc, oui, je pensais à ça. Il faut quand même... maintenant, la question, est-ce qu'il n'est pas plutôt aussi très dépendant, ce monsieur, et qu'en voyant sa femme dépressive, il déprime aussi parce que, vous voyez, que le rôle soit inversé, ce n'est pas impossible non plus. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles, mais comme dit, le diagnostic doit être fait par un médecin. Comment vous vous sentez, vous, Judith, quand il vous dit tout ça, vous? En fait, le moment quand il le dit, c'est parce qu'on est en train de faire une méditation et je vois en fait les émotions, les différentes émotions, quels sont les mots qui arrivent à sortir ces émotions. Et comme je ne veux pas que ça reste, qu'ils partent avec une sorte d'angoisse de la gorge serrée, donc pendant que je retire les aiguilles, je lui pose la question, comment vous êtes senti, ça? Et donc, il peut me dire, je me suis senti calme, confus, tout ça. Et c'est là qu'il confie les choses. Donc, je dis, c'est bien que ça, il a réussi à le sortir, mais en même temps, je dis, bon, je vois qu'il a la confiance en moi, mais
en même temps, je me dis, ma connaissance dans la psychologie, elle n'est pas aussi profonde que son besoin. Donc, c'est pour ça que je lui dis, vas-y, va changer de thérapeute, parle à votre thérapeute, mais je vois comment qu'il se ferme. Oui, mais Judith, là, ma question, elle était comment vous vous sentez? Parce que si vous vous régulez pas quand vous êtes avec votre client, c'est-à-dire si vous avez vous-même pas, vous n'êtes pas à l'aise totalement dans votre corps, dans votre compréhension, etc., en fait, il le sent et du coup, il vous vampirise. Non, je me sens bien. En fait, je vais pas me en fait, je me suis jamais sentie coupable en face de lui. Ah non, au contraire, c'est tout de suite, j'ai tout de suite quelque chose je dis, ah, bah, voilà, vous pouvez faire ça, ça et ça. Et donc, je lui donne tout de suite quelque chose qu'il peut utiliser pour les moments qu'à part quand il est ici au cabinet, améliorer son état. Donc, ça, en fait, ça, dans mon mental, après, ça ne reste pas, je passe à autre chose, je ne sens pas dans l'instant, ah oui, qu'est-ce que je dois faire? Non, je ne me pose pas cette question de doute, je ne suis pas dans le doute quand il me parle. C'est pas en ce sens, je pense que je me suis mal exprimée, c'est-à-dire que très souvent, quand par exemple quelqu'un va nous donner une information et que nous, on a besoin de pouvoir savoir qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, est-ce que ça nous touche, est-ce que ça ne nous touche pas, est-ce que juste on est en bienveillance, en empathie, etc. Et cet instant-là entre nous et nous, et pouvoir le lui dire, c'est-à-dire quand il vous dit, ben là, j'ai avec les couteaux, et lui dire, est-ce que je peux prendre juste une seconde pour que moi, j'aille voir si à l'intérieur de moi, ça c'est OK. Et le fait de dire ça, c'est un exercice qui est prévu dans certains protocoles. Le fait de dire ça, la personne comprend qu'à ce moment-là, elle peut amener elle-même, implicitement ou explicitement, elle peut amener quelque chose, une émotion chez son accompagnant. Et en fait, il vient chercher chez vous le bien-être, il vient chercher l'apaisement, il vient pas pour vous déréguler. Et donc, du coup, être quand même, lui faire prendre conscience que ça peut amener, ces phrases peuvent amener, et que c'est juste qu'ils viennent vous dire parce qu'il vous fait confiance, ça, il n'y a aucun souci. Mais pouvoir lui dire, ça fait partie de certains protocoles, donc c'est pas se mettre à nu que de dire, attendez, je prends 5 minutes pour savoir si moi, j'ai pas besoin d'être régulée de ce que je viens d'entendre, parce que c'est très juste aussi. Moi, je le fais assez souvent. Voilà, ça permet cet échange, ça permet ce temps, ça permet que l'autre comprenne que ces mots ont un impact, parce qu'il vous les dit à vous, mais il ne veut pas les dire à son épouse, il ne veut pas le dire à son médecin, il ne veut pas le dire à son psy. Moi, j'ai un petit peu l'impression, vulgairement parlé, qu'il éprouve le besoin d'avoir une poubelle émotionnelle, et du coup, il choisit Judith un peu. C'est un peu ça quand même que j'entends. Voilà. Oui, peut-être aussi lui poser la question directement, et vous attendez quoi de moi quand vous me dites ça? Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est l'idée que vous vous faites de ce que ça peut mener de me dire ça? Comment vous voyez les choses? Pour déjà développer, pour voir qu'est-ce qu'il cherche finalement, lui expliquer que vous ne comprenez pas ce qu'il veut, quelle est sa demande vraiment en fait. Vous voulez savoir où il veut en aboutir. C'est vrai que la première fois, quand il m'a dit ça la première fois, j'étais un petit peu déjà surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai fait comment je me protège. Je me protège et je suis partie on met son mur transparent, je vois, mais je ne le laisse pas pénétrer. Oui, et donc c'est pour ça qu'en même temps, je me pose la question si c'est pas, voilà, comme une sorte de poubelle ou comme un état des manipulations. J'arrive pas à avoir cette émotion de qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est seulement juste le fait de confiance et de que je le dis parce que je me sens en confiance sans attendre autre chose, mais
comme dans la séance, on parle un petit peu, donc est-ce que c'est ça le fait juste le fait de le dire Mais le parce truc, vous qu'il voyez, fait les c'est... choses que je lui dis, les exercices que je Ouais. lui dis de faire, et il le suit, il s'améliore. Donc, Ouais, mais vous voyez, le truc, c'est que quand il y a un mais c'est doute, moi. moi, je pars du principe, et je fais souvent, je pratique souvent comme ça, c'est que quand j'ai un doute, que je ne suis pas sûre, parce que l'interprétation, c'est ce qu'on fait tous. Et c'est quelque chose qu'il faut de plus éliminer. On n'a pas à interpréter. Pour éviter l'interprétation, c'est que quand on a un doute, on pose la question. C'est-à-dire, parce que nous, on va intégrer les choses par rapport à notre vécu, à nos ressentis, à notre passé, à notre futur, enfin, par rapport à nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est de connaître la réalité du client quand il vient. Donc, pour enlever tous nos filtres, simplement lui poser la question, savoir, quand il y a un doute, le soulever, quoi. Le soulever, lui dire, voilà, je ne comprends pas où vous voulez en venir, qu'est-ce que vous recherchez, quand vous me dites ça, pour quelle raison déjà? Pourquoi vous me le dites à moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat en me disant ça? J'aimerais bien comprendre. Voilà. Et ça lui permet lui aussi de s'exprimer et peut-être de faire aussi une recherche sans s'en rendre compte de quelque chose de plus profond. Ouais. Aussi, je voulais peut-être apporter quelque chose. C'est que là, par rapport à cette personne, peut-être que vous pouvez aussi lui dire que ce qui vous semble, c'est que probablement il est peut-être dans une dépression, enfin, ou un épisode dépressif, que ça, c'est à faire vérifier avec les personnes qui l'accompagnent. Et en fait, par rapport à ça, il peut y avoir plusieurs choses où là, apparemment, ces liens interpersonnels, en fait, ne sont pas suffisants comme ressources pour lui. Et là, ce qui me semble, c'est qu'il fait appel à vous, mais en fait, il ne fait pas appel au bon interlocuteur. D'une certaine manière, il est totalement au courant, même si ce n'est pas totalement conscient, mais il sait bien qu'en fait, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas apporter. Donc, il a un besoin légitime d'obtenir un soutien, d'obtenir de l'aide, un accompagnement, mais il ne va pas chercher auprès de la bonne personne. Peut-être aussi de lui faire remarquer ce fonctionnement, de dire qu'en fait, c'est que le fait d'avoir peut-être un épisode dépressif peut l'amener à ne pas savoir se servir de ses ressources interpersonnelles. Pour l'instant, on va dire rester sur ça et du coup, de l'amener à déjà que la dépression et lui, c'est deux choses différentes, que ça peut être important d'en parler, que ça soit à un psychologue, à un psychiatre ou à son médecin, comme vous l'avez fait, s'il ne se sent pas en confiance avec sa psychologue, de venir dire peut-être que vous avez le droit de changer, d'aller voir quelqu'un d'autre parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, de lancer l'idée. Parfois, certaines personnes n'osent pas changer. Et aussi, dans le mécanisme de la dépression, il peut y avoir vraiment cette impression que personne ne peut nous aider. Et comme il y a ce sentiment-là qui est très fort, en plus, ça renforce un peu l'idée d'aller parler aux mauvais interlocuteurs. Parce qu'en continuant à aller vous voir, en parlant à vous, c'est comme si il faisait un peu la profession autoréalisatrice de « Ah personne ne peut m'aider ». Puisque, mais, et donc peut-être vous pouvez déjà vous détacher, vous dire « C'est pas de votre faute ». Quoi que ce soit qui lui arrive, qui fasse, vous n'en êtes pas responsable. Là, il vient déposer quelque chose, mais à la base, vous n'aviez pas à être ce réceptacle-là. Là, c'est son erreur. Et en fait, il a le pouvoir de venir modifier cette manière d'être en relation. Ça se passe aussi après sur tout ce qui est son attachement, tout ça. Mais peut-être lui parler de la potentialité de la dépression, parce qu'il y a quand même des idées noires, tout ça, donc ce n'est pas complètement anodin. Et puis, de venir en parler, ce n'est pas mettre un diagnostic dangereux, de dire à la personne, peut-être regarder sur ça. Ça, pour le coup, le médecin généraliste, il y a des échelles comme l'échelle d'Hamilton qui permet de diagnostiquer très, très facilement la dépression. Le médecin généraliste peut le faire très facilement, et quitte à contacter le médecin généraliste et dire oui, peut-être que
Parce que peut-être déjà de mettre la personne face au diagnostic, ça permet de lui dire, OK, maintenant vous êtes malade. Et comme vous êtes malade aussi, après on peut détacher et dire, bah, la maladie et moi, c'est différent, un peu comme on parlait par rapport à l'angoisse. Le fait de le détacher, de dire, OK, maintenant je peux agir sur cette part-là qui est différente de moi. Donc de le ramener à ça et de l'inviter à se questionner peut-être sur le fait que là, auprès de vous, il continue à chercher le mauvais interlocuteur, que ce n'est pas auprès de vous il va avoir vous lui apporter du bien-être par rapport à ce que vous, à l'acupuncture, etc., où ça fait quelque chose dans son corps, ça permet, voilà, plein de choses. Mais là, le besoin plus soutien psychique, recherche psychique, etc., ce besoin-là est tout à fait valide. Il a le droit d'avoir ce besoin. Par contre, son attente auprès de vous, elle n'est pas légitime, elle n'est pas dirigée vers la bonne personne. Et vraiment, et après, dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Et après, la question de est-ce que c'est une personne qui est dans la manipulation, parce qu'effectivement, on peut se baser que sur son récit. Peut-être qu'en fait, il raconte totalement autre chose à sa psy. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est se baser sur ce qui se passe là pour vous. Si finalement, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, peut-être qu'un jour, vous le saurez, peut-être que vous ne le saurez pas. Le mieux, c'est enfin, je pense, moi, c'est ma manière dont je fonctionne, mais de se dire, OK, ce que le patient me dit, c'est véridique, ou en tout cas, c'est sa vérité à l'instant T. Je l'accompagne dans cette vérité. Après, c'est pas là le but pour vous de faire un diagnostic différentiel de est-ce qu'on est dans une pathologie du narcissisme ou pas. Je ne sais pas si ça aide un peu ce que j'apporte. Oui, merci. Bah, j'ai noté plusieurs choses. Donc, c'est vrai que moi, j'étais plus pour parler, en fait, pour être en contact avec sa psy, mais je vais voir dans la prochaine séance, je vais lui parler. Donc, justement, pour savoir, oui, à part l'acupuncture, pourquoi il me confie ça à moi et pourquoi, en fait, pourquoi il est plus... qu'est-ce qu'il attend de moi? En vrai, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il attend de moi qu'il ne peut pas attendre des sa psy ou des... ouais. C'est un peu, vous pourriez éventuellement changer, le déconnecter de ça en disant, prenons l'exemple qu'une maison doit être réparée et moi je suis le spécialiste du toit. Vous comprendrez bien que je ne peux pas arranger toute l'électricité ou les évacuations ou l'eau, etc. Pour vraiment qu'il puisse entendre autrement que son mal-être qu'il vient poser chez vous parce qu'il vous fait confiance, hein, ça c'est l'évidence, mais en même temps bien lui faire prendre conscience que voilà, vous êtes spécialiste dans un domaine et pas dans un autre, et que par contre, vous avez effectivement des numéros de téléphone ou des adresses ou des recommandations à lui faire pour trouver le spécialiste qu'il lui faudra pour sa maison interne. Voilà. Et de cette façon, vous allez pouvoir vous-même être libéré, parce que là, en fait, dans ce que vous dites, il y a quand même une notion pour vous de besoin de l'accompagner, et sauf que vous ne pouvez pas en fait, l'accompagner. mon problème, c'est mon sentiment, c'est de dire si, en fait, comme on vous dit, c'est non assistante à personne en danger. Je me dis, bon, elle est en danger. Elle se met en danger. Donc, alors, le truc, c'est comment dire à quelqu'un... Judith, est-ce qu'il est en danger ou est-ce que simplement il vous dit qu'il se met en danger? Moi, il y a une notion quand même là-dessus qui est, c'est bien sûr, il vous dit ça et c'est sa vérité, mais d'un autre côté, est-ce que sa vérité est la vérité? Et ça, pour ça, vous n'avez pas les outils pour, et il faut vraiment le diriger vers quelqu'un d'autre, il faut l'inviter à ça. Sinon, vous ne pouvez pas accepter qu'il vous pollue l'esprit avec ces mots, parce que du coup, sinon, vous n'allez pas pouvoir l'accompagner avec justesse et bienveillance. Parce qu'il y aura toujours ça en fond de miroir qui va faire que votre approche avec cette personne-là ne sera plus la bienveillance. Elle sera juste le questionnement, c'est comment je peux faire pour qu'il ne passe pas à l'acte.
Et ça va être récurrent hein, chez vous. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, comment vous vous sentez avec cette histoire? C'est vous régulez-vous pour pouvoir mieux l'accompagner. Si vous êtes complètement OK avec « OK, je suis d'accord pour être son oreille », il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut vraiment lui dire et l'inviter à aller. Parce que sinon, c'est vous, c'est votre bienveillance que vous allez mettre à mal. Il me semble, en tous les cas. Ben, c'est vrai qu'au départ, j'étais complètement détachée. Et c'est à un moment donné, j'ai dit, mais si, en fait, au bout de la deuxième fois qu'il m'en a parlé, c'est là que ça a été encore plus fort parce que je me suis dit, si j'aime, en fait, c'est comme, il m'a donné cette information, il faut que moi, je la donne à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui soit plus spécialisé. Donc, c'est pour ça que je lui ai posé la question sur son psy. Mais moi, je pense que maintenant, dans la prochaine séance, je vais avoir des numéros de téléphone et je vais lui dire, bah voilà, quand vous serez des idées noires, va appeler à ce numéro d'urgence et comme ça, il se rendra aussi compte de que je ne peux pas faire plus que le motiver à aller plus vers ses passions et utiliser ses passions comme bouée de sauvetage et pas de s'enfoncer plus et pas de compter trop sur moi. Oui. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes là qui sont en train de nous quitter et je vais devoir moi aussi quitter la réunion malheureusement. Merci beaucoup en tout cas. Oui, bah, c'était très riche. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, Judith, qu'il y a pas mal de commentaires par rapport à la question que tu as posée. Donc, n'hésite pas aussi à regarder les commentaires. Et si tu veux que je t'envoie les messages qui ont été postés. Et n'hésite pas aussi à m'écrire ensuite par mail. Je t'enverrai la conversation. Merci. Bon, bah, du coup, je suis désolée, c'est parce que je vais effectivement devoir couper. Mais merci à tous d'avoir été présents et pour d'avoir partagé, échangé. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve dans un mois, presque Noël, hein, pour la dernière table ronde de 2021. Voilà. Quel sera le thème? Pardon? Quel sera le thème de la dernière? Écoute, là, je ne sais pas. Je vais voir ça avec Agathe qui du coup va prendre le relais. Mais vous serez au courant très rapidement. D'accord, merci. Et merci beaucoup Tamara et Sylviane pour votre intervention. C'était vraiment très, très intéressant. Et merci à tous d'avoir participé aussi. Et voilà, bon après-midi et bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.